Bienvenue à cette session d'information sur DBS. À moins d'une semaine des élections présidentielles et législatives du 27 décembre, la République centrafricaine est en proie à des violences de groupes armés. La quatrième ville du pays, Bambari, à quelques 380 km au nord-est de la capitale Bangui, est tombée mardi aux mains de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un des nombreux groupes armés qui se partagent plus des 2/3 du pays. Aucune violence n'aurait été perpétrée contre les civils, mais des affrontements ont eu lieu impliquant des éléments de la coalition des groupes armés contre les forces centrafricaines et russes. Dans l'ouest du pays, 3 autres de ces groupes qui ont fait alliance et forment à présent une coalition s'en sont pris à des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale. De l'autre côté, des combats ont également repris sur la route nationale numéro 1, l'axe vital qui relie Bangui au Cameroun. Des Centrafricains ont exprimé leur frustration face au manque de sécurité dans le pays quelques jours avant le scrutin. Les groupes armés qui sont là, qui embêtent un peu par-ci, par-là, et donc du coup ça crée une tension. En fait, la peur est là, règne dans le cœur des gens dans la capitale. Je veux aller voter parce que la guerre n'est pas bonne. La guerre n'apporte pas le développement et détruit. Nous les jeunes, nous devons être l'avenir de demain, nous devons être prudents. Est-ce qu'on peut vraiment développer un pays par la guerre? À mon avis, non. S'il y a des problèmes, on n'a qu'à s'asseoir autour d'une table, qu'on puisse en débattre, et dans les négociations, forcément, que chaque parti accepte de gagner et aussi de perdre. Mais les élections continuent de se préparer dans le pays, avec pour favori le président sortant Faustin-Archange Touadéra. Celui-ci a maintenu lundi, lors d'une conférence de presse, qu'elle aurait bien lieu dimanche comme prévu. Il a également exclu de négocier avec les rebelles. L'armée malienne est accusée de crimes de guerre ainsi que plusieurs groupes armés, dont la milice d'Anna Abassagou, accusée de massacre de villageois Peul. La Commission internationale sur le Mali, établie par l'ONU dans un rapport, indique que l'armée malienne s'est rendue coupable de crimes contre l'humanité sur la période de 2012 à 2018, lors d'assassinats visant particulièrement des membres des communautés touareg et arabes. Le rapport détaille chronologiquement quelques 140 cas où des crimes ont été commis, emblématique d'exactions qui ont fait au total des milliers de victimes, morts, blessés, torturés, déplacés. La commission chargée d'enquêter a remis son rapport au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui l'a ensuite transmis la semaine dernière aux 15 membres du Conseil de sécurité. Dans ce document de près de 350 pages, les experts prônent la création d'une cour spécialisée dans les crimes internationaux. À la différence d'autres rapports, les conclusions de cette commission peuvent constituer une base légale pour les futurs procès selon les experts. La divulgation de ce document intervient alors que des colonels ont renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta et que les putschistes gardent le contrôle des principaux organes de la transition censés ramener les civils au pouvoir après 18 mois. Au Burkina Faso, le résultat du recensement général de la population vient d'être publié. Un an après l'opération, le pays compte 20 857 979 personnes, avec une majorité de femmes. Hormis la région du Sahel, ce 5e recensement général de la population révèle un nombre inférieur d'hommes par rapport aux femmes dans toutes les autres régions. Le taux de croissance annuel est en baisse. Il est passé de 3,1% en 2006 à 2,93% en 2019. La population burkinabé est caractérisée par sa jeunesse. Selon les chiffres du dernier recensement effectué en fin 2019, 45% de la population actuelle a moins de 15 ans. La répartition spatiale de ces populations montre également des disparités importantes. Plus de 73% vivent en milieu rural, ce qui est en hausse comparativement à 2006, où il n'y avait qu'environ 10 millions de personnes en milieu rural. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. Au
Soudan, le président de la Cour qui juge l'ex-président Omar el-Béchir pour son rôle dans le coup d'État l'ayant porté au pouvoir en 1989 a annoncé mardi sa démission pour raison de santé. La prochaine audience a été fixée au 5 janvier. Ce procès inédit dans le monde arabe où jamais l'auteur d'un putsch réussi n'a été jugé dans l'histoire récente avait débuté le 21 juillet 2020. Omar el-Béchir, âgé de 76 ans, ainsi que 27 autres accusés, parmi lesquels des militaires et des civils, risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du premier ministre Saad al-Mahdi il y a 31 ans. Les 191 avocats des accusés ont avancé à plusieurs reprises des arguments procéduraux pour reporter le procès, notamment le fait que la salle de la cour n'était pas assez vaste pour respecter la distanciation sociale. Le Soudan et l'Éthiopie ont entamé ce mercredi à Khartoum des discussions sur le tracé de leurs frontières communes, ceci quelques jours après un accrochage meurtrier dans cette zone. Il y a une semaine, le Soudan a accusé l'armée éthiopienne d'avoir tendu sur son sol une embuscade à ses soldats, causant la mort de 4 d'entre eux et en blessant une vingtaine d'autres. Une réunion du Haut Comité politique conjoint pour le tracé des frontières avait eu en mai à Addis Abeba et une nouvelle devait avoir lieu un mois plus tard, mais elle avait été annulée. L'accord sur le tracé des frontières remonte à 1902. Avant l'indépendance du Soudan en 1956, mais plusieurs différends n'avaient pas été réglés. Des incidents ont eu lieu régulièrement avec des agriculteurs éthiopiens venant cultiver sur un territoire revendiqué par le Soudan. Le point le plus chaud est la région d'El Fashaga, dans l'état de Gedaref. Il s'agit de 250 km² de terres agricoles convoitées par les agriculteurs des deux pays. Le Soudan a dépêché d'importants renforts militaires après l'accrochage du 15 décembre. De son côté, Addis Abeba avait tenu à minorer l'importance de l'embuscade, affirmant que l'incident ne menaçait pas la relation entre les deux pays. Et puis, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en convalescence en Allemagne depuis son hospitalisation fin octobre, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir instruit son premier ministre pour réunir sans délai le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus pour choisir le vaccin adéquat et lancer la campagne de vaccination à partir de janvier prochain. Une annonce surprise qui met la pression sur les autorités sanitaires du pays, car le comité scientifique dispose d'une poignée de jours pour amorcer le processus de vaccination en prenant soin de trancher la question la plus délicate, celle inhérente au choix du vaccin le plus approprié. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.